Et on se lance pour une petite rapide présentation de Caravanier, en fait. Là, elle fait que je suis terriblement inquiète pour ton saumon, là, mais je te laisse, il vient de partir. Donc, rapidement, en fait, là, un petit mot pour vous présenter qui on est et ce dont on vous parle ce soir. Fait que je le disais, 4 voyages qui ont lieu au Québec, dont on vous parle dans la présentation de ce soir, de rando. Il y aura une présentation à venir, je n'ai pas les dates sous les yeux, là, mais pour nos voyages en canot, puis il y en a d'autres qui vont suivre pour le kayak, etc., etc. Donc, Île-de-la-Madeleine, Montgroux ce soir, la Rivière-Georges et la Gaspésie. Peut-être faire le lien aussi du fait qu'on vous parle de voyage au Québec ce soir avec le fait qu'au départ, Caravanier, on opère depuis quand même près de 25 ans maintenant. À l'origine, on faisait des départs, des voyages, c'est-à-dire qu'à l'international plutôt qu'au Québec. Puis au début de la pandémie, là, en mars, il y a 2 ans déjà, voyant un peu la situation, sachant pas trop combien de temps ça allait durer, mais que l'été, grosso modo, là, pour l'international, allait probablement tomber à l'eau, on s'est un peu retroussé les manches, on a fait appel à nos guides pour monter une programmation de voyage au Québec. Et qu'on compte maintenir, là, puis continuer d'offrir le même avec la réouverture des frontières. Ce qui fait que vous avez le choix maintenant entre des séjours, là, en général, pas mal tous au moins d'une semaine, voire un petit peu plus, sur le territoire québécois. Peut-être juste vous glisser un petit mot justement sur l'équipe Caravanier qui est là pour une partie, en fait, depuis plusieurs années, notamment JP qui est à votre écran, qui est là depuis un bon nombre d'années. Moi, je suis là aussi depuis 2003-2004. Caravanier, en fait, c'est une petite équipe qui est basée en télétravail. Le bureau est géographiquement situé à Montréal. C'est sûr que les 2 dernières années, ça a un peu explosé. Là, on n'a pas été très présent au bureau. On a travaillé beaucoup à distance, un peu tout le monde. Il y a une petite équipe de 6 à 7 personnes présentement au bureau pour répondre aux demandes, pour vous renseigner sur les voyages, pour faire les billets d'avion, organiser les voyages, coacher un peu les guides qui partent, leur donner ce dont ils ont besoin. Donc, à cette petite équipe-là, il y a aussi une équipe qui se greffe de guides. Il y en a aussi qui font un peu des deux, qui font un peu de temps de préparation de logistique au bureau, qui vous renseignent aussi et qui se retrouvent une partie de l'année sur le terrain. C'est mon cas notamment, c'est le cas de Mariana, de Julie et de d'autres aussi, de Richard évidemment qui a lancé Caravanier et qui se retrouve à être beaucoup sur le terrain maintenant. Donc, tout ça pour vous dire en fait un peu que dans la mentalité, dans la façon de faire, de travailler de Caravanier, il y a dès le départ, en fait, de travailler nos itinéraires quand c'est à l'international ou même ici pour le Québec, soit avec des partenaires en région quand c'est possible ou avec des équipes locales à l'étranger. Puis une fois que on a l'idée de base qui est lancée, souvent c'est un guide en fait qui va rentrer dans un voyage, qui va ramener une nouvelle idée, puis qu'on va essayer de développer avec ses connaissances du terrain, avec les connaissances de l'équipe locale. Où je veux en venir avec tout ça, c'est que quand vous allez aller sur un voyage caravanier, que ce soit au Québec ou ailleurs, vous allez vraiment vous retrouver à être pris en charge en fait par un guide qui n'est pas un simple accompagnateur bénévole là, qui ne paye pas son voyage. C'est vraiment c'est des guides d'expérience dont on est très fiers, qui travaillent très bien. J'ai mis une petite note, le voie à votre sécurité sans que ça paraisse. Je pense qu'on le dit souvent un peu à la blague, un bon guide, là, c'est comme un petit canard, là, que les pattes vont vite, vite en dessous de l'eau pour avancer, mais que personne ne le voit, que ça ne paraît pas. Donc, vous allez avoir affaire à des gens qui sont cultivés, qui vont vous apprendre sur la région que vous visitez, qui vont cuisiner, vous guider, encadrer l'activité, que ce soit le canot, le kayak, la rando, la haute montagne. Donc, des gens compétents, expérimentés, mais aussi savants, intéressants, généreux aussi. Donc, c'est vraiment, je pense, ça fait partie en fait de l'essence de nos voyages, puis on y tient énormément sur tous les voyages qu'on vous propose, que ce soit ici ou ailleurs. Niveau éthique et environnement, bien sûr, il y a l'idée de faire attention à nos équipes locales. Quand je dis équipes locales, maintenant, j'inclus aussi les partenaires avec qui on travaille dans les différentes régions du Québec pour ce qu'on vous propose ici. Puis dans les initiatives que Caravanier a mis sur pied, là, il y a notamment la compensation carbone qu'on inclut dans le prix de nos voyages depuis une quinzaine d'années maintenant. Ça figure déjà dans le prix que vous voyez affiché sur le site web. Différentes initiatives aussi qu'on a fait à l'étranger, que ce soit au Pérou, au Népal, au Maroc, que ce soit pour nettoyer des sites, des treks qui avaient été un peu souillés avec les années,
aider à financer là, la construction, rénovation d'écoles au Népal, entre autres, payer le salaire de professeurs, dans des régions où on va, puis avec des gens de qui on est prêt, puis avec qui on travaille, que ce soit un guide local, sa famille, etc. On essaie de s'impliquer dans notre milieu, en fait, pour maintenir cette espèce de réseau qui nous donne beaucoup, beaucoup d'oxygène. C'est les gens qui font votre voyage en bout de ligne, auquel on tient beaucoup. Caravanier a aussi adhéré là, au 1 pour la planète il y a déjà 3 ou 4 ans, peut-être même plus déjà. Un petit mot sur les prix. Si vous êtes un habitué de Caravanier, je pense que vous savez le petit souci qu'on met un peu à ces petits wow que vous allez retrouver là, sur l'itinéraire, que ce soit la bouffe, que ce soit un détail d'itinéraire qu'on a voulu absolument garder, un endroit un petit peu plus éloigné, une façon différente de faire la montagne qui parfois, on le sait, on en est conscient, font que le prix va être plus élevé que ce qui pourrait être. C'est quand même des choix que nous, on fait, puis derrière la construction de nos voyages puis nos itinéraires, je vous dirais que d'avoir le prix le moins cher, ce n'est pas notre motivation principale. Donc, on essaie de mettre un prix juste. Des fois, on fait des petits compromis, mais à l'essence de nos voyages, il y a vraiment de vous faire triper. Le guide, il revient, puis c'est ça l'itinéraire qu'il a envie de partager avec les gens. C'est ce qu'on va vous proposer aussi, avec des fois des beaux hébergements, pas forcément les moins chers. On est tous des gourmands, là, fait que souvent, on mange très, très bien aussi sur nos voyages. Donc, voilà un peu pour guider les gens là, qui seraient là ce soir, qui ne nous connaissent pas beaucoup. J'en reviens au fait qu'au Québec, on travaille souvent là, avec des partenaires en région. Pour la plupart de nos voyages, là, dans le cas des îles de la Madeleine, ben, c'est les oncles et les tantes à Jean-Philippe. On peut presque parler d'une famille locale, on va le dire comme ça. Donc, c'est tout dans cette espèce de souci aussi de travailler avec les gens sur place là, et de bien faire les choses. Je termine cette petite intro-là en vous parlant de nos équipes locales à l'étranger, cette fois-ci, qui n'ont pas bénéficié, eux, de dernière saison estivale record, là, comme on a eu au Québec, là, dans certaines régions, en tous les cas. Il y a une levée de fonds qui est sur GoFundMe, qu'on a lancée il y a plus d'1 an maintenant pour venir en aide à des équipes locales qui n'ont pas repris leur travail encore parce qu'il n'y a pas de touristes encore dans plusieurs régions ou plusieurs pays. Donc, je pense qu'à la fin là, de la rencontre, vous allez automatiquement avoir un lien là, pour contribuer si vous en êtes capable. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous pourrez le faire à la fin de la rencontre pour qu'on s'approche de notre objectif de 30 000 là, qui a été en partie déjà distribué dans les différents pays où on avait les voyages là, avant la pandémie. Voilà pour cette petite présentation. On va enchaîner avec un premier voyage, en fait, que JP va vous présenter. L'ordre va un petit peu changer. Jean-Philippe va nous présenter les îles de la Madeleine que vous voyez là, sous ce point jaune ici dans le golfe du Saint-Laurent. Je vais enchaîner ensuite avec la Gaspésie, ici, pour de la rando toujours. Le trek qu'on compte ajouter là, sur la rivière Georges, qui n'est pas encore en ligne, il y a le voyage en canot qui l'est, mais je vous parle de celui de rando qu'on veut ajouter sous peu. Ça, c'est au Mont-Gros, excusez-moi. Donc, Rivière-Georges ici. Puis François-Xavier va revenir là, tout à l'heure pour vous présenter la rando qu'on va proposer cet automne dans les Monts-Gros. Sur ce, je vous présente, je vais juste cesser mon partage d'écran. Et je vous présente Jean-Philippe, que je n'ai pas vu depuis longtemps. J'ai hâte de le voir en chair et en os. Donc, Jean-Philippe travaille pour Caravanier depuis belle lurette. Je dirais 2005. Ouais, 2006, 2005, 2006. 2006, ouais. Donc, il est dans l'équipe depuis déjà un petit bout. Il a fait beaucoup de voyages de haute montagne. Il a guidé, entre autres, pas mal au Pérou, au Népal et ailleurs. Il est originaire des îles... Là, genre, je te regarde, JP, pour voir si tu fais des drôles de yeux, mettons que je dis n'importe quoi. Mais il est originaire des îles de la Madeleine. Donc, quand je dis que l'équipe locale aux îles, c'est ses oncles et ses tantes, c'est pas tout à fait faux. Donc, ouais, c'est ça. Mais il a guidé un petit peu moins les dernières années parce que JP est aussi papa, donc de très jeunes enfants, ce qui est une charge de travail et d'amour considérable. Donc, on l'a vu un petit peu moins ces derniers temps, mais je lui cède la parole pour qu'il vous parle des îles et je reviens par après pour vous parler de la Gaspésie.
Cool, merci Marie. Bien hâte de te voir vendredi d'ailleurs. Je pense qu'on a comme un espèce de meeting joyeux bientôt. En fait, mon vrai nom, Madelino, là, de Madelino, c'est Jean-Philippe à Louise à Roland à Fabien. Donc, on n'est jamais genre notre nom de famille, on est notre filiation. C'est toujours ça qui est en lien. Là. T'es jamais comme juste Jean-Philippe Leblanc, t'es un à quelqu'un, t'appartiens à une famille, puis c'est comme ça qu'on se définit aux îles. Fait que moi, c'est Aloïse à Roland à Fabien. Comme je disais, là, ça fait déjà un bon bout de temps que je suis avec Caravani. Comme vous remarquez dans ce que vous entendez présentement, vous êtes en train de vous dire, ben, je me suis fait avoir, Jean-Philippe, il vient des îles, mais il n'a pas du tout l'accent des îles. Puis là, vous dites, ben, pourquoi j'irai en voyage avec un gars qui n'a pas l'accent des îles? Puis là, je vais essayer de vous rassurer un petit peu. Ne vous en faites pas. J'ai habité aux îles jusqu'à l'âge de 10 ans. Après ça, mes parents m'ont mis dehors de la maison. J'ai été placé. Non, je n'ai pas été placé du tout. Donc, avec mes parents, on est déménagé sur la rive sud de Montréal. Puis, j'ai vécu mon adolescence vraiment sur la rive sud de Montréal. Puis, en gardant toujours un lien avec les îles parce que ma grande famille, elle est là, les oncles, les tantes, encore des amis là-bas. Et passé mes étés là-bas. Mes parents sont redéménagés là-bas. Je suis tout le temps là-bas. Là, en ce moment, je suis là à peu près 4 fois par année environ que je vais aux îles. Donc, j'y vais vraiment, vraiment très, très souvent. Donc, je connais quand même pas mal la place. Là. Je vous dirais, là, j'ai un bon vécu de cette place-là. Donc, le voyage aux îles, c'est un voyage de 8 jours où on se retrouve, finalement, on se retrouve à l'hébergement qu'on a pris pour vous. Cet hébergement-là, quand je l'ai sélectionné, j'ai littéralement fait c'est la place qu'il faut pour le voyage. Puis si c'est pas cette place-là qu'on a, ça vaut quasiment même pas la peine d'y aller. C'est vraiment un spot euh, incroyable, une belle maison spacieuse avec une vue complètement hallucinante. On est sur l'île de Havre-Maison, dans le secteur qu'on appelle la Dune du Sud, juste au pied des Buttes-Pelées. Donc, on a vraiment la vue, évidemment, sur la mer, on a la vue sur la Dune du Sud, sur la Dune du Nord. On a vraiment cette vision-là très, très grande. On voit les fous de bassin quand ça arrive qui plongent dans l'eau directement de la maison. Donc, on est vraiment dans cette proximité-là des éléments. Puis cet hébergement-là, cette maison-là, c'est vraiment, il faut le voir comme notre maison familiale. C'est littéralement ça parce que le voyage aux îles, ce qu'on veut vous faire vivre, c'est justement de rentrer comme si vous rentriez dans une famille des îles. C'est un peu ça le principe, puis d'où la blague de c'est les oncles et les tantes de Jean-Philippe qui sont là, puis tout ça, mais c'est effectivement vrai qu'ils sont présents en dessous. On ne les voit pas beaucoup, mais ils s'activent à toutes les questions que j'ai, puis tout ça que je ne peux pas répondre. Ma tante Fabienne apparaît, ma tante Monique et tout ça. Fait qu'il y a vraiment plein de choses qui se passent en dessous. Mon oncle Yves aussi qui est très présent, qui est là avec nous. Donc, il y a vraiment la famille qui est là. Puis l'hébergement, ben, c'est ça, c'était vraiment pour faire vivre un peu cet esprit de famille-là. Puis encore là, dans l'esprit du voyage, mais la nourriture, ça va avec ça aussi. Donc, on va vraiment manger des recettes typiques des îles. C'est vraiment un style repas familial, mais où on y va avec vraiment tous les classiques qu'on peut penser aux îles. Évidemment, le pot en pot, et etc., 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 qui va jusqu'au croquignol, qui est une petite pâtisserie des îles de la Madeleine cuite dans l'huile de loup-marin. Donc, bref, on va manger la cuisine des îles, on va manger les fruits de mer des îles. Et évidemment, même si on va aux îles, c'est du 15 septembre au 24 septembre, on n'est plus dans la période de la pêche en tant que telle, la pêche au mort, et il reste presque plus de pêche d'ailleurs à ce temps-là de l'année. Donc, on fait toutes nos réserves quand même auparavant là, pour être sûr d'avoir les produits en quantité et en qualité suffisante, parce que des fois, à ce moment-là de l'année, il ne reste plus grand-chose pour vrai là, dans les épiceries comme produits des îles. Fait qu'on achète tout ça là, au milieu de l'été, là, à la fin de la saison du homard, puis tout ça, on achète tout ça pour s'assurer qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour se gâter une fois là-bas, une fois aux îles. Donc, pour l'itinéraire, là, c'est vraiment une création. Il n'y aura jamais deux voyages aux îles qui vont être pareils. Pourquoi? Ben, de un, c'est avant tout la météo qui décide de pas mal tout. T'sais. Fait qu'on est exposé au vent, à la pluie. Fait que c'est beaucoup ça qui va nous guider dans où on va aller puis qu'est-ce qu'on va faire comme randonnée. Mais évidemment, le principe de base, c'est de découvrir les îles. Fait qu'on va évidemment aller dans le coin de Grande Entrée. On va aller dans le coin de l'île Boudreau, on va se promener, tout ça. On va aller dans le coin de Havre-Maison, on va aller à Havre-Aubert. On va vraiment faire les îles dans leur globalité.
Puis tu peux dérouler d'ailleurs, merci. Donc, nous, au fait, la maison, elle est juste au-dessus de ces falaises-là, au fait, là, la maison, l'hébergement qu'on a. Donc, dans l'itinéraire, c'est vraiment, on se promène, puis au gré du vent, ben, on va faire des marches sur les plages, comme là, ici, c'est sur l'île d'Avro-Maison. Donc, on va marcher dans ces endroits-là, vraiment découvrir le paysage le plus possible. Et évidemment, on rencontre, oui, les paysages, parce que c'est souvent ça la première chose qui nous frappe un peu quand on arrive aux îles. Mais moi, ce que j'ai vraiment derrière, puis ce que je veux vraiment faire vivre à travers ce voyage-là, c'est rentrer avec la culture des îles aussi. Fait que oui, il y a la nourriture qui nous fait rentrer en contact avec cette culture-là, mais c'est aussi de vous mettre en relation puis d'aller rencontrer. Pour de vrai, c'est des personnages, là. Tu sais, aux îles, là, il y a pas beaucoup de gens que c'est pas des personnages, là. C'est tous des gens qui sont colorés, qui ont des histoires à pu finir, qui racontent mille et une affaires. Je pense que je fais carrément pas exception à la règle, là. Je pense que là-dessus, là, je pense que je fit là, vraiment. Là. Je fais partie des géants de la pointe basse, là, comme on appelle. Fait que tout ça, je vais vous raconter un paquet d'histoires parce que c'est chez nous, les îles. Fait que moi, quand je vous amène à un endroit, c'est pas juste on va aller voir le paysage à tel endroit. C'est que je vais vous raconter à la fois des souvenirs, à la fois des légendes, des histoires des îles. Donc, c'est vraiment rentrer en contact avec cette culture-là locale qu'il y a là-bas, vraiment profondément, puis essayer de découvrir, oui, les paysages, mais aussi les humains qu'il y a derrière ce paysage-là, parce que la richesse des îles, euh, elle est facile à voir quand on regarde des paysages, quand on regarde la beauté des paysages et tout ça, mais la profondeur des îles, c'est vraiment les gens qui l'habitent. Fait que ma mission, moi, que je me donne, c'est vraiment nous donner, si on veut, le plus possible de chances d'expérimenter ce contact-là culturel le plus profondément possible. Fait que, tu sais, oui, c'est certain qu'on va aller dans, des commerces agrotouristiques pour aller rencontrer les gens, puis je vous cacherai pas que étant originaire de Havre-Maison puis de la Pointe-Basse, mais c'est clair que ce coin-là, c'est le plus beau coin des îles. Là, je veux dire, ça c'est certain. Puis les gens qu'on va rencontrer à la Pointe-Basse, c'est sérieusement tous des personnages et tout ça. Puis on va aller au pied de vent parce que le pied de vent, il est fait avec de l'herbe qui pousse en partie sur des terres familiales qu'on a aux îles. On va aller au fumoir d'antan. Pourquoi? Parce que le fumoir d'antan, c'est ma famille, c'est les Arsenault de la Pointe-Basse. Moi, je suis un Leblanc, mais je viens de la veine des Arsenault des îles. Donc, on va rencontrer tout ce que mon arrière-grand-père a fait là-bas, ou a travaillé mon grand-père, ou a travaillé ma mère. Donc, on va aller vraiment se mettre les mains là-dedans. Puis à travers cette découverte-là un peu des îles, je me garde un peu de flexibilité pour de la surprise puis des découvertes. Je pourrais annoncer tout de suite, vous mettre tout de suite la couleur, la surprise, ça va être ça, mais aux îles, des fois, il y a des choses qui se ficellent à la dernière minute. Il y a toujours un petit peu cette chose-là. Donc, cette petite tension-là où je me laisse un peu cette espèce de créativité-là. Fait que c'est sûr qu'on va sur l'eau. C'est sûr qu'on va aller sur l'eau. C'est sûr qu'on va expérimenter la pêche, qu'on va rencontrer des pêcheurs, qu'on va aller sur les bateaux qu'il y a là-bas. Mais après ça, concrètement, là, où on va aller sur le bateau et tout ça, mis à part que c'est sûr qu'on va à l'île d'entrée, mais pour le reste, je me garde vraiment cette flexibilité-là, puis c'est vraiment en fonction d'un paquet de choses que je vous réserve cette petite surprise-là là, pour vous faire vraiment rentrer en contact avec la culture des îles. Fait que ça ressemble un peu à ça là, dans les grandes lignes, au niveau de l'itinéraire, au niveau de qu'est-ce que je veux vous faire vivre, au niveau de peut-être de l'intensité des randonnées qu'on va faire là-bas. La randonnée la plus longue qu'on fait, c'est une marche qu'on fait où on part de l'île du Cap-aux-Meules, puis on s'en va sur Pointe-aux-Loups, sur l'île de Pointe-aux-Loups à pied. Donc, on fait la dune du Nord au complet jusqu'à là-bas. C'est une randonnée d'une quinzaine, un peu plus qu'une quinzaine de kilomètres. Donc, on fait à peu près en 4 heures, 4h30. Puis, juste pour vous donner un peu le feeling
Je la fais en crocs, là, cette randonnée-là. Là, fait que c'est vraiment prendre le temps de. On n'est pas obligé de marcher ensemble tout le temps. Cette distance-là, ces immenses dunes-là, cet horizon qu'on veut vivre, qu'on veut expérimenter, mais on est là pour ça. C'est vraiment des randonnées. La plus longue, c'est ça, aller un peu plus que 15 km. Puis je dirais la moyenne, c'est 5-6 km, quelque chose comme ça. Donc, on est vraiment dans quelque chose euh, de très relax. Aux îles, on a toujours un peu ce dicton-là, là, c'est aux îles, on n'a pas l'heure, on a le temps. Fait que c'est un peu ça aussi qu'il faut que je vous fasse découvrir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais il y a faut se laisser un peu absorber par les îles pour pouvoir la vivre pleinement, là, ce territoire-là. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de donner un peu de temps aussi à travers l'itinéraire, justement, pour prendre racine un petit peu. Là, comme le foin de dune là, qui s'enracine dans les dunes, là, c'est tranquillement là, faire pousser notre petite racine aussi pour pouvoir vraiment profiter pleinement de cet environnement-là. Donc ça, c'est un peu au niveau de l'intensité des trucs. Et puis sinon, toi, Marie, aurais-tu des questions qui viennent comme ça, que mettons que j'aurais oublié des trucs à dire? Bien, je peux peut-être juste ajouter, mais tu as parlé un peu du niveau. J'allais te demander, c'est ça, de juste expliquer un petit peu plus, ça s'adressait à qui, là, en Ouais. termes de difficulté, mais là, tu viens d'y répondre. Puis il y a une question qui était comme dans le petit chat, là, Q et R, que je viens de répondre par écrit, mais je pense que ça peut être pertinent pour d'autres. Là. Le transport vers les îles, il n'est pas inclus dans le voyage. Puis ça vaut pour tout ce qu'on vous parle ce soir. Là. Si c'est les Monts-Groux, puis qu'on vous donne rendez-vous à Bécomo, bien, vous devez vous rendre par vos propres moyens. Dans le cas des îles, c'est le cas aussi. Il y a l'avion, il y a le traversier, là, avec l'auto, évidemment. Fait qu'on peut faciliter les choses. On peut vous donner des renseignements. Il y a un traversier, il y a des avions, mais on ne fait pas la réservation. Caravani ne fait pas la réservation, en fait. Donc, Ouais. Puis, vous devez le faire de sinon, votre côté. exemple, j'ai eu des voyageurs qui sont venus en avion l'année passée, mais la maison, elle est vraiment pas si loin de l'aéroport. Ben, de toute façon, les îles, à la limite, c'est grand, mais c'est petit quand même. Donc, je vais chercher les gens à l'aéroport, puis après ça, les gens qui arrivent par bateau, ben, tout dépendant là, de l'horaire du bateau, mais souvent, ils arrivaient comme en soirée, à peu près en début de soirée, les gens arrivaient. Puis le voyage commençait à ce moment-là là, avec un bon gros festin là, qu'on commençait le voyage. Donc, n'hésitez pas juste à poser des questions, à appeler là, justement les gens qui sont un petit peu plus là, au bureau chez Caravani. Est-ce que c'est qui s'occupe de ce C'est voyage-là? Mariana qui s'en occupe encore cette année. Puis, il n'y a pas beaucoup de place. Puis, il y a Stéphanie qui posait la question aussi par écrit. Là, je lui ai répondu, mais on a juste un départ. Ça va être en septembre. Fait que c'est vraiment en septembre. Ouais. On ne va pas rajouter de départ, en fait, parce que juillet-août, c'est super occupé aux îles. L'hébergement, dans le fond, on l'a payé, on l'a réservé, là, mais on ne peut pas faire ça pour plusieurs semaines là, dans la saison. Puis, Fait que c'est même vraiment... le choix des dates, au fait, il est pas. On a quand même réfléchi à patente un petit peu. Là. Parce que je pense que dans l'esprit de Caravani, c'est aussi d'offrir des voyages où des fois on sort un petit peu des zones traditionnelles, là, des dates là, plus populaires et tout ça. Puis pour moi, ce voyage-là, là, c'est à partir du 15 septembre, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe chez les gens des îles. Là. C'est l'écœurant titre un peu de comme la saison touristique. Fait qu'à peu près tout ferme le 15 septembre. Toutes les visites touristiques ferment. Mais comme vous êtes avec Jean-Philippe, à Louise, à Roland, à Fabien, ben, toutes les portes, elles se réouvrent au fait à ce moment-là. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on va aussi à ce moment-là. Donc, il y a moins de touristes et puis ça nous permet. Il n'y a plus de maringouins aussi, ça, ce qui est important parce que sérieusement, au mois de juin, là, fin juin, c'est un peu terrible ce qui se passe là-bas. Puis, c'est ça. Donc, le mois de septembre, un peu moins de touristes. Et puis, on arrive à la fin de la saison touristique. Puis, avec le nom de famille, là, ça fait que tout passe là, super bien. Là, puis, ça fait qu'on a des belles visites qui sont évidemment pour notre gang. Pour le friser à Louisa Roland Fabien aussi. Là.
Et si les Voilà, portes se referment subitement, ben on sait pourquoi. Là. C'est comme une famille qui c'est aime pas ça. qui aime pas les Leblanc. Exact. Les Arsenault, tu sais, c'est vraiment le côté de ma mère. C'est vraiment eux qui viennent des îles et tout ça. Puis c'est drôle, hein, c'est sérieusement un voyage genre où je parle le plus à mes parents durant le voyage. Là. Je suis toujours sur le téléphone. Là, puis là, je suis comme là, je veux faire telle recette, maman. Là, je comprends plus. Là. Puis là, tout elle me réexplique tout ça. Puis fait que je suis vraiment en contact avec ma gang profondément durant ce voyage-là. JP, il y a un bombardement de questions. Est-ce que je te propose qu'on réponde à l'oral? Ben Là, oui, la température en septembre, tu en as parlé. Possibilité de covoiturage, c'est Nancy qui pose la question. Oui, on peut vous mettre en contact. Une fois que les gens sont inscrits et que le voyage est confirmé, on peut vous mettre en contact avec les autres personnes là, qui font le voyage. Puis tout à fait, là, on il y ne en a eu promet l'année rien, passée. mais c'est ça, il y en a eu l'année dernière. Puis ça, on n'hésite pas à le faire là, une fois que les gens sont inscrits. JP, va-t-on à l'île d'entrée? Ça, tu as Bien répondu. Est-ce sûr. qu'on va à l'île Brion? L'île Brion, ça fait partie des options surprises. L'île Brion, c'est une île vraiment, même pour les gens des îles, c'est une île qui fait partie de la légende, que des fois on se demande si elle existe, si elle est vraie en tant que telle. Même pour les gens des îles, il y a très peu de gens des îles qui sont allés là. L'année passée, quand on avait monté le voyage, on avait eu tous les accords pour pouvoir aller dessus. Puis finalement, au fait, les contacts qu'on avait eus pour traverser, pour aller là-bas, ils avaient fermé leur entreprise, puis là, même le nom de famille n'avait pas marché pour faire déverrouiller les portes. Fait que ça reste dans les options, ça reste dans les possibles, mais pour de vrai, je me sentirais vraiment très mal de vous garantir qu'on puisse aller là. Ça reste une belle possibilité. Je dirais ça comme ça. Merci, merci. Puis après, ben, les autres questions, maximum de personnes. Il y a 2 personnes qui posent la question. On prend 10 personnes maximum. Et je rebondis sur une autre question pour l'hébergement. Est-ce que c'est des chambres individuelles? C'est une maison, une grande maison qui est louée. Et toutes les chambres ne sont pas équivalentes. Je pense que Mariana, elle avait tranché là, que ce sera premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que les premiers inscrits, vous choisissez votre chambre. Puis après ça, si on a des couples, évidemment, là, on ne vous met pas dans un petit lit. Là. On sépare les couples. mais non, c'est pas comme vous avez. C'est pas dans un hôtel avec chacun votre chambre en occupation simple. Là, c'est une grande maison, mais qui nous permet, qui permet à JP d'exploiter ses talents culinaires de lui et de sa famille. Mais vous allez manger tous ensemble dans la maison aussi, là, profiter de la terrasse. Voilà, voilà. Donc, c'est pas en occupation simple le voyage. Là, je pense que ça fait le tour, JP, pour les questions. Super. Est-ce que tu m'invites? Ben oui, Kim, c'est sûr que je t'invite, voyons. Yeah! hey, ben, si jamais il y en a dans le JP, toi, tu disparais ou. Non, non, je peux être là encore. OK. Je pense que ça se gère là, au deuxième. Là. Fait que si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent en tête, là, moi, je vais enchaîner avec le voyage en Gaspésie, finalement, là, pour que François-Xavier puisse finir son souper d'anniversaire avant de venir vous parler des groupes. Et j'enchaîne avec la Gaspésie, qui est, en fait, c'est une suite logique là, d'enchaîner avec le voyage en Gaspésie, qui est comme un voyage aussi où il n'y a pas de camping, c'est tout en auberge. Ça va peut-être susciter des questions entre les îles et ce qu'on propose en Gaspésie. Fait que si jamais vous avez des questions, profitez pendant que Jean-Philippe est là sur votre écran pour les poser à l'écrit, puis on va y répondre. Donc, je Donc, refais... Oh, excuse-moi, JP, ouais. dans le fond, si je comprends bien, c'est que je me pousse à la douce, genre, dans quelques minutes. C'est ça. Mais en fait, tu peux. Mais moi, dès que je vais partager mon écran pour montrer les photos de la Gaspésie, je ne vois plus rien d'autre. Fait que s'il y a des questions qui apparaissent, je ne suis pas multitâche suffisamment. Je ne pourrais pas y répondre. Puis une fois que j'ai fini mon partage d'écran, je vais pouvoir reprendre ça. Si tu as l'impression qu'en répondant aux questions à l'écrit, tu pourrais interrompre la présentation complètement, tu peux te garder une petite Je vais me garder une petite gêne. Ah, ça va bien aller. Parfait. Fait que, Donc, super. je Fait relance. que, ben, merci au fait. Merci aux gens d'avoir été présents. Je ne vous ai pas vu. J'espère que je vous ai intéressé. J'espère vous voir chez nous. Même pour moi, ce voyage-là, là, les îles, là, je vous invite vraiment chez nous. Donc, j'espère vous voir là-bas. Je
vous souhaite une belle fin de soirée et une bonne poursuite de voyage avec Marie-Josée. Bye. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, merci. À vendredi. À vendredi. Donc, j'enchaîne en vous parlant de la Gaspésie. J'espère que vous voyez bien mon partage d'écran. Sinon, JP, fais-moi un signe si tu vois bien une photo de la Gaspésie. Super. Bonne soirée. Alors, JP vous a parlé des îles de la Madeleine. Le voyage en Gaspésie, on l'offre au printemps et à l'automne. Je suis comme une néo-gaspésienne, en fait. Je n'ai même pas le privilège. Je ne peux surtout pas dire que je suis née ici. Ça passerait jamais, jamais. Mais j'habite à Gaspé. Je vous parle de Gaspé en ce moment, entre deux bancs de neige. Puis quand j'ai créé cet itinéraire-là, en fait, que je vous parle, c'était un peu dans le même esprit que ce que Jean-Philippe a décrit tout à l'heure. C'était vraiment de vous partager la région que j'aime, la région où j'ai choisi de vivre depuis 2 ans, où j'ai bien l'intention de m'enraciner avec tous ces personnages colorés aussi qui m'apportent beaucoup, beaucoup depuis que je suis arrivée ici. Donc, en faisant l'itinéraire, j'avais aussi en tête, là, pour des gens qui sont là ce soir, qui auraient peut-être fait certains de nos voyages plus confortables à l'international. Je pense à la Crète, à l'Andalousie, aussi cet itinéraire-là que j'avais monté il y a quelques années. C'est un peu cet esprit-là aussi que je voulais garder. Fait que vraiment de vous amener en Gaspésie, mais d'aller au-delà de faire le tour, puis prendre des photos, puis j'avais vraiment envie, en fait, de vous faire rencontrer un peu les gens du coin que j'aime beaucoup, vous faire voir des petits sentiers peut-être moins connus, certains qui le sont aussi. On y va en juin ou en septembre, donc ça permet un peu d'échapper à la haute saison aussi. Donc, c'est l'essence un peu du voyage là, que je vous présente ce soir. En termes de difficultés, on marche, c'est quand même des bonnes randos là, sur sentier, bien aménagé, tout ça, mais on parle quand même de certaines randos là, qui dans le 20-22 km là, pour certaines journées, pas toutes. C'est un voyage qui dure 7 jours, donc 6 nuits. Là-dessus, il y a 5 journées complètes de randonnée qu'on va concentrer essentiellement là, dans le secteur de Percé. Toute l'arrière-pays de Percé, c'est montagneux, c'est des petites montagnes, mais c'est vraiment très, très beau. Donc, l'arrière-pays de Percé ici et la pointe de Forillon là, qui est juste là, donc Gaspé et la pointe de Forillon. J'évite le parc national de la Gaspésie pour le voyage. C'est un parc protégé, donc l'idée de vous faire rencontrer les gens, vous faire goûter à toutes sortes de choses de la région, bien, ça devenait un petit peu plus difficile peut-être de le faire dans le parc. Puis c'est un secteur qui, à l'automne aussi, est très achalandé. Là, donc, on y va l'hiver, mais pour les voyages de rando, là, on va s'en tenir encore cette année là, à Forillon et à Percé. Le petit plus, je vous dirais, JP parlait des îles, l'idée de rester toute la semaine au même hébergement, ça apporte quand même un petit répit. Je vous dirais, on peut vraiment poser nos affaires. En Gaspésie, j'ai comme fait le compromis d'avoir 2 hébergements. Fait qu'on va rester 3 hébergements sur le voyage de rando. On va rester 2 nuits consécutives à Coin-du-Banc, tout près de Percé. On va aller 1 nuit ensuite dormir à Percé. Ça nous permet d'aller souper à pied un soir à Percé, profiter là, du petit village. Puis après ça, on se déplace vers Gaspé et on va dormir 3 nuits à l'auberge sous les arbres à Gaspé. Le coin du banc, en fait, le point de chute, là, le rendez-vous va vous être donné. Le transport, il n'est pas inclus. Là, donc, il faut vous rendre par vos propres moyens. Puis encore là, on peut faciliter les choses par covoiturage, autobus, avion pour ceux qui n'ont pas de voiture ou qui ne veulent pas la prendre. Donc, le rendez-vous, il est donné à Coin-du-Banc. C'est une toute petite communauté à 10 minutes en auto de Percé, entre Percé et Gaspé. Donc, un tout petit village avec une interminable plage là, qui est vraiment magnifique. On est tout près de Percé, mais on ne voit pas Percé, puis on est un peu en dehors de l'activité là, touristique du village de Percé. L'accueil à l'auberge se fait à votre arrivée. On a prévu une petite dégustation. La Gaspésie a été là, dans les premières régions où il y a eu des bonnes microbrasseries qui ont été lancées. Pied de Caribou notamment, il y a Oval maintenant, puis il y a le Naufrageur, il y en a d'autres, il y a Cap-Gaspé aussi. Donc, on commence ça avec une petite soirée animée à l'auberge Camp de base là, à Coin-du-Banc. Les propriétaires vont vous recevoir, vous faire goûter les bières locales. Puis, comme c'est un bâtiment au niveau historique qui est super important pour la région,
vous raconter un petit peu l'histoire de cette auberge-là, en fait, qui a été reprise là, par Pascal et Jean-François il y a 5 ans maintenant, si je ne me trompe pas, puis qui sont en train de développer non pas l'hébergement, mais toute l'offre aussi de plein air qui va autour, là, fat bike, escalade de glace en hiver, ski de fond, puis rando, kayak de mer aussi en été. Donc, on se pose là pour 2 nuits. C'est un hébergement qui est peut-être moins confortable. C'est pas toutes les chambres qui ont des salles de bain privées. Il y en a certaines, oui, les autres ont une salle de bain partagée. C'est des planchers qui craquent, c'est de la vieille planche. On va manger sur place dans la salle à manger, dans le petit salon rouge. Là, on a fait les groupes cet automne, là, quand il y a une belle tempête dehors. Je vous jure que c'est chaleureux là, d'être dans le salon. Puis on a l'auberge pratiquement pour nous, en fait. Là, c'est des groupes de 12 personnes maximum qu'on prend, puis on occupe toute l'auberge. Au besoin, il y a des petits chalets qu'on peut louer sur le site aussi là, pour compléter l'hébergement. Après aussi, là, dans l'ordre et dans le désordre, là, il y aura possiblement une petite activité de fin de journée, là, soit en kayak de mer ou planche à pagaie, là, tout juste vraiment devant l'auberge. Pour mériter tout ça, un petit coucher de soleil sur l'eau, là, il faut marcher. Donc, je le disais, c'est 5 bonnes journées de randonnée. La première journée, là, j'ai mis cette photo-là pour vous faire sourire un petit peu. L'année dernière, je m'étais dit, c'est Dolce Vita, voyage super confortable. On va commencer ça en douce, un rando qui n'a pas trop de dénivelé, puis on s'est embourbé, la rivière avait sorti de son lit, les ponts n'avaient pas été refaits, c'était super glissant. Fait que là, je vais retravailler un petit peu cette journée-là. L'idée, c'est vraiment qu'elle soit plus facile. Vous laissez le temps un peu de vous mettre en jambes là, en début de semaine. Donc, on marchera dans le secteur de l'auberge à Coin-du-Banc, possiblement approcher la chute de la rivière aux Émeraudes, qui est tout près de notre auberge. Faire un bout sur le littoral, vers le Barachois aussi, c'est des milieux qui sont super intéressants au niveau des oiseaux, entre autres, puis de la faune marine à découvrir. Puis cette première journée-là de marche, là, de rentrer à pied directement à l'auberge. Toute la semaine, les repas, ils sont inclus. On part avec le pique-nique, l'auberge, dans ce cas-là, dans ce cas-là, on part avec une petite boîte à lunch le matin, vous mettez ça dans votre sac de jour, là, tout simplement, puis quand c'est le bon moment, on fait une pause dans un bel endroit pour prendre le lunch. La journée suivante, c'est une bonne journée soutenue. On fait entre autres le sentier des montagnes qui est dans l'arrière-pays de Percé. On va aller marcher dans le secteur du Géoparc qui a été reconnu par l'UNESCO il y a quelques années déjà. Puis ça a amené un super bel aménagement autant des sentiers, d'un petit centre d'interprétation, de la plateforme vitrée là, qui surplombe Percé, qui a vraiment, on finit en fin de journée avec ça. C'est vraiment un super beau coup d'œil sur le village, l'île Bonaventure, le Rocher Percé aussi qui est juste devant. Ça, c'est la plage là, qui est juste en face de l'auberge. Là, vous avez ça directement vraiment au bout à un lancer de galets. Donc, je parlais un peu du relief de l'arrière-pays de Percé. Celui de Forillon aussi va être similaire. Là, on voit la pointe de Forillon au loin sur la photo. On parle de petites collines, là, des crêtes avec des sommets à 300, à peu près 300 mètres de hauteur. Donc, on n'est pas dans le relief qu'on peut avoir dans le parc de la Gaspésie. Ça va souvent être des journées où on va faire du 15-20 km à monter des sommets, redescendre. Vraiment, là, c'est comme un dénivelé cumulé qui devient assez important sur les journées les plus longues. Donc, la deuxième journée, là, elle est plutôt costaude. Il y a un paquet de points de vue vraiment très, très beaux. À l'automne, évidemment, on va voir les couleurs. Les dates ont été mises expressément là, pour essayer de tomber là, sur la période où les couleurs elles sont belles. Puis au printemps, je vous dirais le petit plus. On a les couleurs à l'automne, puis au printemps, vous allez être dans la région en pleine période de la pêche au homard. Donc, ça ajoute un petit kick, là, le crabe aussi. Fait que les petits ports de pêche, il y a un petit peu plus d'activité. On va pouvoir goûter notamment à ça aussi. Donc, c'est un peu les deux, les plus et les moins, là, je vous dirais, de chaque date. Dans les deux cas, pour le départ que j'ai mis à la mi-juin et celui que j'ai mis sur la 3e de septembre, puis même début octobre, on est dans une espèce de... Pour la météo, là, où il ne fera pas encore très chaud, il peut y avoir des averses, il peut y avoir une grosse journée de pluie. On n'est pas à l'abri de ça, là, même en plein été. C'est quand même un climat qui est tout de même changeant, mais quoique les étés, dans les dernières années, dans l'est du Québec, elles sont vraiment très, très secs. Donc, il peut y avoir des très, très belles journées avec des 15 degrés à peu près, peut-être un petit peu plus chaud, peut-être un petit peu plus froid, ça peut être venteux.
Puis il y a des journées qui sont plus en forêt avec des beaux belvédères, des beaux points de vue, puis d'autres journées qui vont être plus en bord de mer. Du fait qu'on va dormir 2 nuits à Coin-du-Banc, après ça, on se déplace à Percé, on s'en va à 3 nuits à Gaspé, après ça, au même hébergement, on a les véhicules avec nous. C'est facile pour le guide d'interchanger les journées aussi. S'il annonce des vents très forts, de la pluie, il y a des randos qui sont peut-être plus intéressantes à faire que d'aller au Cap Gaspé par le bord de mer. Là. On peut rester peut-être un petit peu plus en forêt. Donc ça va être vraiment adapté là, dans le même esprit que le voyage aux îles aussi. Là, on a cette liberté-là, en fait. Puis oui, le fait d'avoir quelques véhicules là, avec nous, mais ça permet d'adapter bien les journées aussi. Notre 3e journée de marche, après qu'on ait abordé, percé là, vraiment par la plateforme qui est en surplomb du village, on va dormir à Percé un soir. Le lendemain, on va marcher sur l'île Bonaventure, qui est juste en face de Percé. C'est la rando, je vous dirais, qui est la plus facile. Très peu de dénivelé. Ça prend 3 heures, là, 3 heures et demie de marche. On a la petite balade en bateau qui nous fait faire le tour de l'île. C'est vraiment pour se rincer l'œil, pour en profiter. Au niveau approcher la colonie de Fou-de-Bassin, évidemment. Au niveau historique, déjà en arrivant à Coin-du-Banc, à l'auberge, on va vous avoir parlé des gens qui habitaient l'île Bonaventure avant que le parc soit créé. Puis là, d'aller y marcher, je pense qu'on prend un petit peu plus la mesure aussi du point de vue historique. Le Percé, c'est un port de pêche extrêmement important, voire un des plus importants de la Gaspésie avant. C'est quand même intéressant de deviner cette activité-là qui a façonné un petit peu la région. Ça fait aussi une journée qui est un petit peu plus facile pour couper un peu la semaine avant de partir après ça pour Gaspé, où il nous reste 2 journées de marche là, dans le parc de Forillon. Qui peuvent être là, quand même des bonnes journées de 6 heures, là, 7 heures de marche là, pour les 2 dernières journées. Tout ça adaptable assez facilement, encore là, en fonction de la météo. S'il y a 1 ou 2 personnes sur le groupe qui voudraient un petit peu écourter la journée parce qu'elles sont fatiguées, c'est possible de le faire dans la plupart des cas. Là. Je peux vous donner rendez-vous un petit peu plus loin que notre point de départ, vous dire à peu près vers quelle heure on serait là. Il y a quand même pas mal de souplesse, mais à la base, on va être là pour marcher puis découvrir le coin à pied. L'auberge à Gaspé, c'est l'auberge sous les arbres. Elle est au centre-ville, c'est-à-dire sur la rue de la Reine. Gaspé, c'est tout petit. Pour ceux qui ne sont jamais venus, le Gaspé même, c'est 5000 habitants, 15 000 avec toutes les communautés autour qui ont été fusionnées, mais c'est un tout petit centre-ville, c'est tranquille. Quand je dis que vous êtes au centre-ville, ça vous donne surtout accès à pied là, aux petits commerces. On va au restaurant à pied le soir aussi, qui est juste devant. Vous pouvez aller vous prendre un petit café aussi. Il y a le musée de la Gaspésie qui est super intéressant, qui est joignable à pied là, à partir de l'auberge, si jamais il y en a là, qui préféraient sauter une journée et ne pas venir randonner. Dans Forillon, on va faire sûrement une portion du Sentier des Appalaches. J'aimerais beaucoup qu'on termine une des 2 journées, en tout cas là, au Cap Gaspé. C'est vraiment le bout de la péninsule gaspésienne. Là. Après ça, on est comme le cœur grand ouvert sur le large. Là, on voit vraiment le golfe du Saint-Laurent de là. C'est une des journées, entre autres, je vous disais, là, quand il annonce des forts vents, de la pluie, si on peut, on en fait une autre, puis on inverse un peu le plan des journées. Sur sentier aménagé, parfois sur le bord de mer, mais vraiment pour des courtes sections là, sur le Galet, là, c'est des tout petites plages qu'il faut passer. J'ai aussi prévu vous amener vers le secteur de Cap-Bonami, de la tour du Mont-Saint-Alban. Puis la journée où on fera ça, j'aimerais beaucoup, ça c'est une belle photo de mauvais temps d'automne, une journée qu'on a eue cet automne. Mais en terminant à Cap-Bonami, il y a un transport une journée là, qui sera prévu pour qu'on puisse aller souper à l'Anse-au-Griffon. C'est un petit village qui est sur le côté nord de la péninsule, à 20-25 minutes environ de Gaspé. Donc, on termine la rando au Cap-Bonami avec un magnifique point de vue. Il y a un petit bâtiment chauffé qu'on peut utiliser là, pour se changer. Puis aller après ça au centre culturel Le Griffon, là, donc au Café de l'Anse, à l'Anse-au-Griffon. C'est un organisme à but non lucratif qui ont relancé un petit café. Encore là, l'histoire, elle est intéressante, comment la communauté s'est rassemblée pour redémarrer ce petit café-là. Je tenais beaucoup à ce qu'on y aille. Il y aura un souper assurément qui sera pris là. Puis parmi les autres petites douceurs, là, par beau temps, là, si on peut terminer avec un bon apéro, ici c'est à Grande-Grave, ça peut être à Cap-Bonami aussi. Encore là pour juste profiter là, d'espèces de proximité là, vraiment entre la mer puis la petite montagne, là, les montagnes qu'on va pouvoir marcher.
Donc, si je le résume rapidement, là, pour celui-là, c'est comme c'est 7 jours, donc 6 nuits, 2 nuits au même hébergement en début de voyage, tout près de Percé. On va faire un petit déplacement un matin là, de 10 minutes pour se changer d'auberge, dormir à Percé. Donc, 2 journées dans les montagnes de l'arrière-pays de Percé à pied. L'île Bonaventure, qu'on va aller visiter à pied aussi. Puis on termine après ça avec 3 nuits à Gaspé en auberge, où là, vous pouvez être en occupation simple, avec salle de bain privée pour toutes les chambres. Puis 2 journées de marche là, pour terminer dans le parc Forillon. Si jamais il y en a qui veulent prolonger, arriver un petit peu avant, rester un petit peu plus longtemps, mais là, c'est à planifier de votre côté, mais la région en vaut certainement la peine. Puis encore là, pour le transport, là, je pourrais vous aider là, s'il y en a qui cherchent d'autres alternatives au fait de prendre votre auto. Donc, voilà pour la Gaspésie. Donc, clairement, là, un petit peu plus difficile quand même, là, avec des bonnes journées de rando là, plus complètes, plus soutenues, je vous dirais, que ce qui est proposé aux îles de la Madeleine. Il y en a l'année dernière qui ont enchaîné les deux. J'ai eu 2 voyageurs là, qui ont fait la semaine aux îles et qui sont en venus après ça pour enchaîner avec le voyage d'une semaine là, en Gaspésie. J'enchaîne avec un voyage qu'on va proposer dans le nord du Québec. Je vois les questions. C'est juste que là, si je clique pour y répondre, je vais perdre mon partage d'écran. Donc, je vous parle de la Rivière-Georges. Et quand François-Xavier viendra là, pour vous parler des Montgros, à ce moment-là, je pourrai répondre aux questions là, sur ce qui s'accumule dans le petit chat là, en bas de l'écran. Ici, en fait, pour la Rivière-Georges, là, vous le voyez à l'écran. Je vais vous demander un petit effort d'imagination. Le voyage qui est en ligne présentement sur le site, il est en canot. J'ai quand même mis des photos. C'est un voyage qu'on a fait pour la première fois. On a eu 2 groupes à l'automne dernier qui étaient en canot. Et là, pour l'automne prochain, on veut proposer une version en rando pédestre, mais qui ressemble à plusieurs niveaux, là, dans le fond, à ce qu'on a fait en canot, la durée, etc., etc. Donc, comme il n'est pas en ligne encore, que je n'avais pas de photos du secteur où on va vraiment aller faire de la rando, oubliez le mot canot, remplacez-le par le mot randonnée, par trek en fait. Mais il y a quand même beaucoup de choses là, qui correspondaient, là, dont le niveau. Pour la durée, ça va être la même aussi que le voyage en canot. Donc, en gros, le 6 jours en canot qui est en ligne actuellement sur notre site, on va le remplacer par un 6 jours de rando pédestre. Puis tout le reste, en fait, l'arrivée au campement du Mouchouanipi dont je vais vous parler, les activités qu'on va faire là, les journées qu'on va y passer, le contact avec les Inuits qui y seront, ça reste le même. Donc, c'est vraiment l'activité, en fait, qui va différer. Pour vous situer un petit peu, là, on lâche vraiment le Saint-Laurent, là, on est loin des îles, on est loin de la Gaspésie, on monte vraiment vers le nord du Québec. On va se diriger, le départ, en fait, le rendez-vous, il va être donné à Sept-Îles, là, sur la côte. Puis de là, en fait, on va se diriger en train vers Shefferville, qui est juste ici. Et de Shefferville, on va prendre un hydravion qui va nous déposer sur la Rivière-Georges, où on va faire une rando là, de 6 jours avant de graduellement descendre là, vers le sud, rejoindre le campement du Mouchouanipi. Donc, on est là au 56e degré de latitude nord. C'est un autre univers, c'est un environnement vraiment subarctique. On est dans la mousse, dans la toundra. Le long de la George, étonnamment, encore quand même des arbres d'une bonne hauteur, quand même intéressant aussi à voir, parce qu'à cette latitude-là, on s'attendrait vraiment à que de la toundra, mais il y a quand même des belles portions de forêt là, qui sont vraiment dans la vallée de la Rivière-Georges. Je vous parlais du train, fait que sur 13 jours, en fait, là, on va vous donner rendez-vous à Sept-Îles. Le mieux, c'est de prévoir y dormir la veille parce que le matin qu'on part, on part comme à 6h30, 7h du matin, on prend le train vers l'inconnu. En fait, on se dirige vers Shefferville. L'inconnu, c'est plus la portion, combien de temps ça va prendre. Déjà, cette première journée-là, ça va être une espèce de déconnexion. Là, vous allez changer d'espace-temps. Il faut oublier l'heure. On y va juste avec go with the flow. C'est vraiment, c'est pour vous mettre dans l'ambiance du Nord. C'est une super belle transition. Le train peut prendre une 12aine d'heures, des fois plus. Ça peut être 14-15 heures à partir de Sept-Îles. C'est un train qui est géré par les communautés autochtones.
qui fonctionne super bien. La grosse particularité, les départs, on les fait le fin août et septembre. Le trek, il devrait être autour du 10-12 septembre, la date de départ. Celui de canot va être vers la fin août. Puis en fait, ce qui est de plonger dans cet univers-là par le train, en septembre, c'est la saison de la pêche et la chasse qui commence. Donc, les Inuits des communautés à proximité de cette île et sur la côte prennent le train, puis là, ils se font déposer au kilomètre 24, au kilomètre 42, avec femmes, enfants, avec les aînés, avec les glacières, puis ils s'en vont pour une semaine de pêche ou de chasse. Puis c'est ces gens-là, en fait, en grande partie, qui sont sur le train. Fait que juste de voir ça, en fait, là, cette journée-là, c'est quand même une belle expérience. La première portion du trajet en train, on va longer la rivière Moisy, la vallée de la Moisy, qui est absolument magnifique, là, qui est vraiment très, très belle. On va dormir une nuit à Shefferville, qui peut être courte. Puis là, le lendemain, dès que la météo est bonne, ça peut être tôt le matin, on va quitter en hydravion pour aller rejoindre la rivière Georges, qui coule là, du sud vers le nord, là, qui va se jeter à Kangiq-Sulujuaq. Nous, on va en faire une toute petite portion. On part avec tout le matériel qu'on a besoin pour les 6 jours de trek. Donc, vos bagages, la nourriture, les tentes. Puis après ça, quand on se fait déposer, il y a un membre de l'équipe du Mushwanipi, du campement, qui va venir nous retrouver, qui va être là. Possible que votre guide Caravani soit déjà sur place aussi, puis que vous le rejoigniez seulement sur le bord de la rivière pour monter un premier campement. Puis de là, vous allez enchaîner probablement 2 nuits au même campement en début d'expédition. Et chaque fois qu'on va se déplacer de campement, en fait, le bateau moteur, c'est Stacy, un membre de l'équipe qui devrait être là avec nous autres, mais on va tout embarquer à bord du bateau. Nous, on va partir à pied, sauf une journée là, où le bateau, on va l'emprunter pour changer de côté de la rivière. On va passer d'une rive à l'autre. Mais sinon, essentiellement, là, à part cette fois-là, puis peut-être une autre fois pour nous aider à traverser une rivière, un affluent de la Georges, nous, on va se déplacer à pied, puis les bagages vont être transportés par le bateau moteur. En gros, sur ces 6 jours-là, même si on est super isolé, c'est un petit luxe d'avoir le support logistique, si vous voulez, d'une personne de l'équipe du Mushwanipi qui va transporter la nourriture, les tentes, etc. Puis vous partez avec votre sac de jour seulement là, pour la journée de rando. Les photos que je vous montre, je les répète, elles ont été prises sur le voyage de canot qu'on fait dans la partie qui est plus au sud de la rivière, qui est moins montagneuse que ce qu'on va aller marcher sur la portion trek. Donc ça, c'est peut-être plus, en fait, ça vous donne une idée différente un petit peu du relief qu'on va pouvoir rencontrer. C'est une rivière mythique. Je pense que la Georges, c'est vraiment, on est dans une espèce d'environnement éventuellement très, très éloigné. Il y a quelques petites pourvoiries de pêche sur la Georges dans ce secteur-là. On va en voir une possiblement sur le trek. Autrement, on va côtoyer plus d'ours, de caribous et autres bestioles là, que d'êtres humains. Donc, un beau 6 jours comme ça d'un campement à l'autre. En termes de campement, là, on ne parle pas des auberges là, confortables de Gaspé. Là. On change un peu de registre, mais c'est quand même des campements qui se veulent confortables. La tente que vous voyez, là, la perspective de la photo est comme un peu écrasée, mais ça, c'est une tente dans laquelle on peut être debout là, au centre de la tente. On va prendre 7 personnes maximum sur le groupe de rando et on peut facilement là, manger à l'intérieur là, de cette tente-là, tous les 8 là, et 9 là, si Stacy reste à manger avec nous. On peut faire un feu, on peut faire de la cuisson, là, faire une partie des repas sur le feu aussi. Autrement, le guide aura des réchauds aussi pour cuisiner. Donc, c'est quand même confortable comme campement là, avec cette grande tente-là, des petites chaises, un peu de camping là, que vous voyez aussi sur la photo pour un petit peu plus de confort. Les petites tentes vont être montées un peu à l'écart. Caravanier, en général, là, ce qu'on fait, c'est vraiment de vous jumeler. Si vous vous inscrivez seul, on vous jumelle à une autre personne du même sexe pour partager la tente. Pour limiter aussi le poids et le volume de l'équipement qu'on va apporter. Donc, en termes de terrain, là, vous voyez que les gens ils ont un gilet de sauvetage sur le dos. Là, ce ne sera pas obligatoire sur le trek. C'est vraiment parce que j'ai repris des photos du voyage de canot de l'année dernière. C'est juste pour vous montrer un peu sur quoi on va marcher. Donc, en bordure de la rivière, il y a plus de végétation. Il va falloir traverser ça. C'est souvent des zones là, qu'on va avoir à traverser un peu quasiment à la machette. Puis une fois cette frange-là là, qui est passée sur le bord de la rivière,
On tombe sur des collines là, qui sont plus couvertes de mousse, de lichen, de petits arbustes au ras du sol, là, des bleuets notamment, des graines rouges aussi qu'on va voir pas mal. Donc, un super bel environnement. La George, évidemment, on est sur le territoire traditionnel des Inuits, des Naskapi. C'est intéressant parce que la région où on va faire le trek, c'est aussi l'espèce de zone tampon là, sur la George qui était aussi fréquentée par les Inuits. Donc, nous, on va être plus en contact avec les Inuits. On s'en va vers le sud pour les rejoindre au campement du Mushwanipi que vous voyez ici. Mais si on était parti vers le nord, éventuellement, on tomberait plus dans le territoire, en fait, des Inuits. Fait qu'on est vraiment à cheval sur les deux. Puis il y a des sites archéologiques intéressants qu'on va croiser sur le trek aussi. Puis la personne du Mushwanipi qui sera avec nous, là, qui fera le transfert des bagages, bien, elle pourra vous parler un petit peu plus, là, déjà vous introduire un petit peu à la culture Innu, entre autres, puis à leur connaissance aussi du territoire. Le clou, en fait, du trek, là, ça va être vraiment d'arriver à pied sur le campement du Mushwanipi, qui est une initiative, en fait, d'une corporation menée, entre autres, par Serge Achini. Vous allez en rencontrer d'autres, des Inuits, quand vous allez arriver sur place. Le but de cette corporation-là, puis de cette initiative-là, c'était vraiment de vous partager la culture des Inuits, de créer une espèce de zone d'échange culturelle entre les Blancs, entre les communautés aussi. C'est possible qu'il y ait des Naskapi qui soient là également. Donc, c'est vraiment une espèce de 4 jours sans plan de match où on va dormir dans les grands chapoutoines. On aura un chapoutoine pour le groupe au complet. Il y a un petit poêle à bois pour réchauffer l'intérieur de la tente. Et pourquoi ce site-là est si important? Il n'a pas été mis là au hasard. Là. Ça a toujours été un site extrêmement important au niveau culturel, historique et archéologique pour les Inuits. À cet endroit-là, en fait, il y a comme un esquerre, là, une formation rocheuse qui forme un goulot, si vous voulez, un petit peu sur la rivière Georges, et qui a créé un endroit où c'est très favorable pour les caribous de traverser. Ils sont beaucoup moins nombreux maintenant, les caribous de la Georges, mais la harde, elle a déjà été très, très, très nombreuse. On voyait des groupes immenses traverser la rivière à cet endroit-là. Maintenant, c'est des plus petits groupes, mais vous devriez avoir la chance d'en observer, soit sur le trek ou même quand on arrive là, puis qu'on passe nos journées sur le campement. Donc, l'idée rendue là, c'est plus l'effort physique, le dénivelé, le temps de marche qui prend, je vous dirais, de l'importance. C'est vraiment d'écouter, d'échanger avec les gens qui sont là, qui pourront répondre à toutes vos interrogations. C'est vraiment un espèce de beau partage culturel, très spontané. Il n'y a pas de plan d'activité défini dans les journées. Est-ce qu'il y en a qui ont le goût de donner un coup de pouce à la cuisine? Il y en a d'autres qui veulent aller faire de la cueillette. Il y en a qui veulent aller plutôt lever le filet puis donner un coup de main pour enlever les poissons qui sont pris dans le filet. Fileter ça, c'est vraiment ça qui est prévu sans l'aide vraiment. Donc, on y va avec la météo aussi, avec les envies un peu de chacun, mais comme je vous dis, c'est un immense privilège d'être là pendant 4 jours et de partager ça avec eux. Ce n'est pas une ville, là, ils ne vivent pas là de façon permanente, c'est vraiment comme un camp d'été de chasse d'autrefois qui est recréé. Et c'est possible que pendant qu'on est sur place, il y ait d'autres groupes qui soient là, qui le plus souvent vont être là, soit des intervenants impliqués en politique ou socialement dans les communautés qui viennent un peu échanger. Ça peut être des jeunes étudiants aussi qu'on amène avec des bourses là, qui vont pouvoir se rendre là juste pour reprendre contact un petit peu avec leur tradition de chasse, de pêche. Et encore là, moi, je trouve que ça ajoute beaucoup là, à l'expérience. Il y a un chapoutoine qui est occupé là, par la cuisine et pour manger. Vous le voyez, on en voit une partie ici. Même chose, il est un peu chauffé. Là, il y a un petit poêle à bois juste pour couper essentiellement l'humidité. Je rappelle qu'on va être là en septembre. On est quand même dans le nord. On peut avoir toutes sortes de météo. Du plus beau, là, ça peut être du beau temps ensoleillé, relativement sec pendant quelques jours. Ça peut se gâter. Il peut y avoir des bonnes tempêtes, là, incluant de la pluie et du vent aussi, qu'on soit sur le trek ou qu'on soit au Mushwanipi. Fait que c'est vraiment c'est l'aventure. On est dans le nord et l'aventure, elle se prolonge là, jusqu'au moment où l'hydravion vient nous chercher au Mushwanipi pour nous ramener à Shefferville. Encore là, on dépendra de la météo pour ce retour-là en avion. Dernier petit mot là, par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière, entre autres, là, mais on a repris le train à l'aller. Moi, je voulais le garder. Je trouvais qu'au niveau immersion, c'était intéressant. Puis pour des petites contraintes d'horaire, notamment sur le retour, donc on rentrera en hydravion à Shefferville et le retour, il est prévu en avion là, après ça de Shefferville à Sept-Îles
On aura juste un petit transfert rapide à faire à cette île pour aller à la gare récupérer les véhicules là, qui auront été laissés là pendant le séjour. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est du Mouchouanipi. Et là, je vais valider si FX est dans les parages, s'il a la bouche pleine avec son saumon d'anniversaire. Et je vais peut-être en profiter, là, je vais arrêter le partage d'écran. Donne-moi une petite seconde. Juste pour aller jeter un coup d'œil là, sur les questions qu'il y aurait à l'écrit. FX, je vais aller jeter un petit coup d'œil rapide, juste pour voir s'il y a des questions d'intérêt public. Tu as eu les dates de départ exactes, la température en septembre, s'il y a du covoiturage d'organiser. Oui, c'est comme des mots-clés. Neige, moustique, aurore. Je vais y aller dans l'ordre et dans les ordres. Aurore boréale, oui, absolument. Puis on est là en septembre, donc les journées seront plus courtes, les nuits plus longues, il y a plus de noirceur, fait qu'on a des très bonnes chances d'en observer. Donc, plus que probable pour ceux qui ne se couchent pas trop tôt pour en voir. 4 jours au même endroit, oui, effectivement, au Mouchouanipi, avec les Inuits qui sont là. C'est jamais nécessairement les mêmes là, d'une année à l'autre, mais c'est sûr que vous allez avoir des rencontres extrêmement intéressantes. Possible qu'il y ait des Naskapis aussi qui soient là. Moustique, on y va volontairement en septembre, fin août pour le canot, à partir du 10-12 septembre. Là, je vais mettre les dates. Si ce n'est pas cette semaine, ça va être fait en début de semaine prochaine en ligne là, et le prix. Donc, Moustique, il va en rester. Mais tu sais, on est en septembre, là, donc avec les premiers froids qu'il y a pu avoir, là, c'est vraiment pas... c'est moins pire, je vous dirais, que dans le sud du Québec en début d'été, là, certainement. Fait que peut-être un endroit ou deux où on dormirait qu'il y en aurait un petit peu plus, mais ce n'est pas un enjeu, là, je vous dirais, là, pour vraiment nous gâcher là, les soirées en campement. La neige est possible? Oui. Oui. Ça serait dans les premières précipitations de neige là, qu'il y aurait après l'été. Donc, ça ne devrait pas être une grosse tempête, ça pourrait fondre dans la journée, mais oui, c'est possible. Ensuite de ça, il y a une question sur la pêche. Oui. Oui, mais la rivière Georges, c'est une rivière à saumon. Donc, qui est sous la gestion des règles d'une rivière à saumon. Là, fait que normalement, ça vous prend un permis de pêche au saumon pour pêcher sur la rivière, même si vous pêchez la truite. Mais ça, je pourrais répondre à vos questions plus spécifiques là, si vous m'appelez là, pour ça. Est-ce qu'il y a du poisson? Vraiment beaucoup. Est-ce que les Inuits ont le droit de pêcher sans permis? Oui. Est-ce que nous, on a le droit de pêcher sans permis? Non. Donc, même si on est dans le nord, mais ça, rendu là, je pourrais vous répondre plus spécifiquement là, pour les possibilités de pêche. Petit mot rapide pour le canot, la version qu'on offre en canot là, qui va être autour du 27-28 août. Il n'y a pas de rapide si on fait une portion, on fait environ 55-60 km sur la rivière. Pas de rapide, c'est vraiment comme pagayer sur un lac, mais avec un petit courant de dos. Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, là, je vais laisser François-Xavier enchaîner. Veux-tu que je te présente, FX, ou tu veux te présenter toi-même? Je peux me présenter. Bon, je vais me présenter. Je vais te laisser te présenter, puis je vais continuer de répondre aux questions à l'écrit. Oui, c'est comme ça, je vais me réchauffer un petit peu. Bonsoir tout le monde. Donc, comme on m'a souvent présenté, en fait, on me décrit comme étant le petit dernier, ce que j'accepte. Donc, voilà, donc ça fait depuis juin 2021, je suis intégré l'équipe de Caravanier. Mais disons que ça fait presque 20 ans que je patauge dans le milieu du voyage d'aventure. J'ai longtemps roulé l'agence Terra Ultima. Et maintenant, j'ai apporté mon expérience et ma passion dans l'équipe de Caravanier. Puis je la partage avec énormément de gens comme moi. Fait que c'est vraiment super motivant. Alors, Caravanier a tout de suite sauté au voyage des gros. Caravanier a construit dès 2020 là, un itinéraire trekking dans les Groux. Moi, j'avais un bon bagage, je vous dirais, dans les Groux du côté hivernal. On a un peu fusionné quelques idées, mais pas beaucoup. On a pris vraiment cette expertise-là mutuelle pour ce voyage de randonnée hors sentier dans un écosystème merveilleux de la Côte-Nord, donc qu'on va appeler les monts Wapishka. Donc, à l'instant, je partage
mon écran et je vous présente ceci. Marie, tu vas me dire si je partage la bonne page parce que je suis sur 2 écrans en ce moment. Je me demande c'est quoi qu'il y a sur l'autre. C'est ta face! Fait que, Pour l'instant, on ne voit c'est pas ça. ton écran. Pour l'instant, on voit toi. Ah, c'est pas bon signe. Ma collection de photos de chats. Attends une minute. C'est bon, là, je pense qu'on progresse. C'est bon. Est-ce que tu vois juste une photo? Ouais. Ou t'en vois pas 2, là? Non, Excellent. je vois un Inukshuk avec Excellent. le titre du voyage. Parfait. C'est bon, parce que l'autre, ça me dit quelle photo suivra. Donc, les monts Wapishka, disons-le. Donc, si on résume tout ça, 6 jours de randonnée en autonomie en backcountry, on va appeler ça comme ça, en hors sentier, au-delà du 51e parallèle. Donc, un climat arctique, subarctique, une superbe forêt boréale. Donc, on va passer à travers plusieurs écosystèmes naturels du nord du Québec. C'est en soi les monts Wapishka. Le climat et la végétation de toundra la plus accessible qu'on a dans notre province, donc en voiture. Oui, c'est un petit peu loin, là, mais c'est le plus accessible en termes de proximité géographique. C'est une immersion totale dans le territoire. C'est une biosphère qui est reconnue par l'UNESCO, donc c'est vraiment un univers unique, du moins à cette latitude-là, encore une fois. On est en hébergement au début confortable, original, donc la station Wapishka. Et puis, on aura l'occasion de passer par quelques endroits mythiques comme Bécomo, comme Manic 5, donc voir le Québec de l'hydroélectricité des années 60. Et la fameuse route 389 qui est, disons-le maintenant, un peu moins mythique qu'elle a pu l'être dans le passé, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus belle, de plus en plus facile à faire. C'est moins une ride là, comme I Survive, la route 389, comme ils s'amusent à vendre des T-shirts à Manic 5. Donc, voilà. Donc, le voyage commence en fait à Bécomo. Okay? Donc, on a 2 départs cette année. C'est en septembre, tout début septembre. On se rencontre à Bécomo avec les guides. C'est des groupes de 10 personnes et on essaiera de donner dans ce voyage tout de suite une connotation mer, donc puisque c'est dans notre catégorie surf and turf, donc une connotation mer bien importante de ce grand fleuve finalement, qui est le fleuve Saint-Laurent, qu'on peut qualifier à cet endroit quasiment de golfe ou de mer. Là. Donc une marche en bord de mer avant de penser une immersion dans les montagnes. Donc à partir de Bécomo. Le voyage, il faut comprendre, là, puis si je mets tyrolienne, j'en reparlerai, il faut comprendre qu'il commence le matin à Bécomo. Donc, on va vous organiser là, au niveau d'une pré-nuit. En ville, il y a plusieurs options. Il y a plusieurs petits prestataires sur place qui commencent à émerger, entre autres comme Attitude Nordique ici, avec sa tyrolienne en bord de mer. Donc, tout ça, ça sera peut-être des options qui seront proposées. On se laisse une marge de manœuvre par rapport à ça d'ici le départ pour structurer la première journée, disons. Je continue. Donc, l'idée, c'est de faire la route, finalement. C'est faire la route vers le nord. À partir du Bécomo, on fait 336 km pour être précis pour se rendre à la station Wapishka. Je n'avais pas de photo d'été, mais ça ne change pas bien à part la neige en comparaison. C'est une photo d'hiver parce que tout prochainement, dans 2 semaines, on se rend dans les groupes pour un super voyage. Mais la station Wapishka, c'est une initiation donc de la Chambre de commerce de Bécomo et des communautés Innu Pessemit, donc qui ont construit cette auberge-là pour justement redonner un sens au territoire, redonner accès dans un contexte plus confortable et toujours garder l'aspect de richesse du territoire et ancestralité du territoire Innu. Donc, il y a cette connotation-là qu'on essaie de beaucoup pousser chez Caravanier et qu'on va pouvoir avoir l'occasion par diverses rencontres, disons, saisir un peu les enjeux de cette communauté-là autochtone. Donc, c'est super confortable. C'est des hébergements c'est chambre double ou chambre simple. Vraiment, on fait un peu on se ressource finalement là-bas avant de se lancer, disons-le, en contexte camping et complète autonomie.
Donc, il y avait une certaine non-chronologie de mes slides. Je n'ai pas été capable de corriger. Bref, je ne suis pas un master du PowerPoint, mais en route, on aurait eu l'occasion de passer par Manic-Saint, de faire un beau lunch justement dans un point de vue génial, de saisir un peu tout ce Québec des années 60, de l'hydroélectricité, des régions, on va dire, comment on appelle ça, non, les régions qui provide, là, les régions pourvoyeuse, disons, de ressources et cette fameuse route, donc qui est maintenant aujourd'hui quasiment à 3/4 asphaltée, là, ce qui change pas mal la donne, là. Mais cette fameuse route 389 qui nous mène jusqu'au Grou, éventuellement, même si on pousse plus loin, à Fermont. Donc, c'est toujours mythique de faire ça. Station Wapichka, on se pose. On profite des lieux, on est aux abords du réservoir Manicouagan, donc c'est aussi tout le contexte un peu géologique qui est intéressant là-bas. Puis comme on a dit tantôt, là, par rapport à la communauté Innu, ici, Chapatoine, tout ça, on aura peut-être l'occasion de rencontrer certains elders de la région ou juste des employés parce qu'ils emploient principalement des gens de la communauté pessamite. Donc ça, c'est intéressant pour les 2 nuits que nous serons en auberge avant de se lancer dans les groupes. Première journée d'initiation, on se fait un peu au type de terrain. Donc, on propose une journée sur le mont Arfan. Mont Arfan, c'est peut-être 10-12 km. C'est une belle montée. Ça nous mène un superbe point de vue. Ici, un point de vue que je partage avec un collègue guide, Alain Lacroix, un ancien caravanier. Donc, superbe vue sur le Manicouagan et sur la région. Donc, les photos que vous allez voir ce soir, c'est des photos qui ont été prises en début de saison, donc c'est-à-dire, quand je dis saison, c'est mince là, un peu, c'est la fin août, début septembre, et celle-ci, en ce cas-ci, la fin de saison, c'est-à-dire la fin septembre. Donc, le spectre de fenêtres intéressant, justement, post-moustique et pré-neige est assez mince. Donc, on a 2 départs, un le 3 et le 11 septembre, et c'est vraiment pour correspondre à tous ces enjeux-là. Donc, moi, les paysages qu'on voit ici, ce sont des paysages plutôt fin septembre, mais là, par rapport à l'expérience qu'on a vécue, on a décidé de ne pas proposer de date à la fin septembre. Donc, voilà, nos belles gueules pas de vainqueurs, parce qu'on n'a pas encore vaincu, mais d'aventuriers, disons-le, au premier jour, première minute de la randonnée. Donc, on se pose devant ces fameux panneaux connus du kilomètre 365 ou du kilomètre 335, qui sont l'entrée nord, l'entrée sud des Grous. Le sentier, ou quand on dit qu'on parle de sentier ou de randonnée pédestre dans les Grous, ben, j'ai trouvé que cette photo-là répondait bien à ce qu'est un sentier dans les Monts-Grous. Donc, c'est-à-dire plutôt aléatoire. Je dirais même, je qualifierais les sentiers de rivière à cette époque. Donc, vous voyez ici, cette charmante dame-là a un habit complet pour se protéger de la pluie, y compris les gants. Donc, c'est pas mal la tenue qu'on va préconisé pour un trek en autonomie dans les Monts-Grous. C'est un territoire qui est aménagé par les Amis des Monts-Grous, donc c'est un OBNL qui dépend beaucoup des dons et du bénévolat, aménagent du mieux qu'ils le peuvent, évidemment, ce sentier, mais c'est un territoire très luxuriant, disons très abondant en humidité, donc ça devient un peu complexe pour assurer des sentiers comme on peut les imaginer dans d'autres contextes. Mais bon, c'est ce qui en fait la beauté. Et il faut savoir que pour les Grous, il y a un sentier de 7 km au nord pour l'entrée, un petit peu plus long au sud. Puis après ça, on n'est que dans la toundra ou dans la forêt subarctique. Et là, on est en complète autonomie par rapport à l'orientation. Donc, c'est vraiment, on se remet dans notre connaissance du territoire. Nous, les guides, on a plusieurs, évidemment, notes sur nos GPS et tout, mais c'est vraiment de l'orientation hors sentier. Et on propose, dans l'esprit du voyage d'été, une exploration des Monts-Grous versus une traversée des Monts-Grous. Donc, c'était l'appellation qu'on voulait avoir dans le passé, c'est-à-dire de traverser du nord au sud. On garde cet esprit-là, évidemment, cet objectif-là, si c'est possible, mais on dit a priori qu'on nous irons explorer le territoire. Et tant mieux si on en fait la traversée, mais ce n'est vraiment pas l'objectif initial. Et même si on en fait que l'exploration, cet esprit de liberté-là, cette découverte des beautés de la région, d'un climat toundra ou d'une végétation toundra aux abords du réservoir Manicouagan en vaut clairement la chandelle.
Donc l'esprit, il n'y a pas d'objectif absolu. Puis on y va vraiment au gré du groupe puis au gré de la météo, disons-le. Parce que oui, en septembre, même si on n'est pas moustique, pré-hiver, ça reste que ça peut être venté, ça peut être pluvieux, etc. Et je pense que j'ai mis des photos qui traduisent exactement la réalité. Par contre, c'est sûr que ici, cette petite couleur-là, ces nuances dans les teintes d'herbe, dans les teintes de lichen et autres, est très propice, est très propre en fait à la fin du mois de septembre. C'est des couleurs très chaleureuses. On sera un petit peu plus dans les tons de vert verdoyant si on est au début septembre, comme le proposent nos 2 départs. Et là, on a quelques photos plus anciennes, là, mais qui montrent ce que sont les monts Grou en septembre, au début septembre. Donc, c'est un territoire qui est très en relief, mais il faut quand même savoir qu'à part la journée d'approche et la journée de descente, où là, il y a des bons dénivelés, une fois qu'on est sur le massif même des Grous, ça ne va pas osciller. Finalement, on va faire des gains maximum de 300 mètres, positifs ou négatifs, entre les sommets et les vallées. Donc, c'est pas mal plus modeste à ce niveau-là. On fera peut-être plus de distance, mais encore une fois, étant donné le type de terrain sans sentier, des fois entre des tourbières, des forêts denses, des endroits un petit peu plus ouverts, la progression en heure versus kilomètre est quand même complexe. Donc, on ne se donne pas des immenses objectifs par rapport à ça. Puis, sachez-le, on n'a pas non plus de points fixes à relier à chaque jour. C'est cette totale liberté-là qu'on s'offre pendant 6 jours, en fait, en immersion dans les Grous. Et je trouve ce qui est la plus belle chose, là, c'est ce plaisir, et pour vrai, là, c'est ce plaisir de pouvoir se camper dans des endroits complètement sauvages, aux abords d'un lac, où là, on refait un peu son petit confort. On est en complète connexion avec les conditions. On s'adapte à ça, on voit d'où vient le vent dominant, on s'y protège avec les arbres ou le relief. On sait qu'on veut avoir de l'eau pour la nourriture, l'alimentation, l'hydratation. Donc, on y va vraiment avec l'essentiel à la vie, finalement. Il n'y a aucune connexion Wi-Fi ou autre, mais une connexion immense avec la nature. Donc, c'est ça l'esprit. Et je vous jure là, que peu importe vos emplois, peu importe votre vie avant, vous allez déconnecter rapidement. En 2 jours, on est ailleurs. En 2 jours, on est dans notre univers, entre nous, et dans cette gestion-là d'exploration, puis de pouvoir recréer un confort minimal, mais qui, en bout de ligne, est quand même sympathique, je vous dirais, parce que, bon, on a un engouement immense pour les Grous à l'échelle de ce niveau-là d'engagement. On a 30 randonneurs sur 3 groupes qui ont fait les Grous avec nous. Cette année, on a déjà des groupes confirmés. Donc, il y a clairement quelque chose que les gens recherchent là-dedans. Puis moi, j'ai un immense plaisir à guider ça, même si des fois, on se retrouve dans des conditions sommaires dans nos campements. Mais on mange le mieux qu'on peut. On fait vraiment une attention immense par rapport à ça. On boit du bon café, on manque de rien pendant ces 6 jours-là. Et nous, les guides, on donne vraiment une attention particulière au confort et à la sécurité des voyageurs, puis surtout à l'expérience des groupes, puisqu'on connaît vraiment le territoire. Et ça nous fera un plaisir cette année de vous y accompagner. Donc, je finis avec cette petite photo-là de crépuscule avec cette lumière dans nos tentes. C'est ça l'essentiel, je trouve, qu'on peut avoir là-bas. C'est vraiment un retour aux sources. Donc, 2 départs cette année, un le 3 et le 11 septembre. Le départ du 11 septembre est confirmé. On a déjà 6 voyageurs qui partent. Donc, je vous y invite. Et petit clin d'œil final avec un aurore boréale qui sait vers cette époque de l'année, peut-être pas aussi verdoyant que ça, mais on ne sait jamais, selon l'activité solaire, mais ça reste que la fin de saison, il y a une obscurité totale, hein, évidemment, à partir de 7 heures le soir. Là. Donc, ce sera toujours possible pour ceux qui ne seront pas trop fatigués d'essayer de faire une observation du ciel et d'être dans cet univers quasi nordique que proposent les monts Wapishka. Voilà. Cool. FX, merci beaucoup. J'invite les gens qui sont encore là à poser leurs questions pour les Grous. Et pendant que vous vous laissez aller sur le clavier pour vos questions,
Je fais juste, j'en ai pas parlé, là, mais peu importe le voyage, là, que ce soit les confortables en auberge dont on a parlé là, aux îles en Gaspésie, pour le Mouchouanipi, les Grous, quand vous allez sur le site Caravanier, sur la page du voyage qui vous intéresse, vous pouvez télécharger la fiche détaillée qui a beaucoup d'informations, ce que le prix comprend pas, le niveau, tout ça. Puis après ça, la prochaine étape, là, c'est de prendre soit le téléphone ou nous écrire un petit courriel à la personne concernée, fixe dans le cas des Grous, par exemple. Puis moi, on aime bien vous parler de vive voix, convenir d'un rendez-vous téléphonique, pouvoir vous parler, puis juste bien vous renseigner, en fait, puis s'assurer que si vous vous inscrivez, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Ouais. Pour moyen des stacks, d'abord, dans la zone discutée, là, j'ai vu, faites-vous des départs l'été. Ben, l'été, là, les Gros, c'est septembre. C'est ça notre été. Là. Parce qu'on pourrait faire un départ assez misé sur une post-fonte de neige, début moustique, mais les risques sont trop grands. On a décidé d'abandonner récemment. Fait qu'on retire le départ de septembre, on se concentre, de juin, on se concentre sur septembre. Donc, c'est vraiment 3 et 11 septembre. C'est l'été dans les Gros. Donc, nous irons l'été. Puis officiellement, l'automne commence le 21 septembre. Donc, voilà. Appellation contrôlée. L'âge moyen des participants, ben, c'est pas mal éclaté, je vous dirais. On a eu de la belle jeunesse et de la belle moins jeunesse. Donc, vraiment, je vous dirais qu'en tout cas, moi, les groupes que j'ai faits cette année, c'était entre 28 et 65. Et hiver comme été. Donc, 65, c'était toi, ça? Ou? Non, pas parce que j'ai des poils blancs. Ça, c'est Caravanier puis le stress du travail. Mais moi, je viens de tourner 32 là, tout récemment. Donc, c'est ça. Donc, on est vraiment dans une mosaïque d'âge. Donc, c'est pas tant ce qui se passe dans votre capacité musculaire plutôt que dans votre tête. Je vous dirais, un voyage comme ça, c'est la dureté du mental qui est encouragée fortement. Le poids moyen des sacs. Encore une fois, on est dans la technologie, donc c'est sûr que si tu as des choses ultra légères, ça peut jouer, mais oui, il faut porter. Et ça, c'est clairement, j'ai peut-être inconsciemment ou consciemment pas trop parlé de ça dans ma présentation, mais c'est sûr que les sacs, c'est un enjeu. On vante l'autonomie, on vante la liberté du territoire, mais oui, il y a un petit peu moins de liberté quand on est dans le mode sac à dos. Je vous dirais autour de 15 kilos pour être honnête, 15-16 kilos, malgré que ça varie selon la qualité de l'équipement. Par contre, dans les 6 jours qu'on a en mode rando, c'est pour ça qu'il y a des journées où on prend off, c'est-à-dire qu'on laisse le camp monter, on part en mode sac de jour. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas une itinérance complète où à chaque jour, on monte, démonte les camps. Donc, ça, c'est bien important. Et ça, cette itinérance-là, on va y aller en fonction de la météo, on va y aller aussi en fonction du mood global des gens. OK, mais oui, si je peux donner une réponse, là, je vous dirais 15 kilos, c'est ça, mais c'est pour ça qu'on va y aller vraiment avec de la nourriture spécialisée, lyophilisée, y aller à l'essentiel. C'est un bel exercice, je vous dirais, de simplicité volontaire. Le niveau de forme physique. Le niveau de forme physique, c'est sûr, on marche beaucoup, on marche des fois dans des conditions difficiles. Il m'est arrivé à quelques reprises de caler jusqu'aux genoux dans une boîte malodorante. Donc, tu sais, c'est tout ça, les Monts-Gros. C'est de l'endurance en bout de ligne qui n'est pas tant physique, mais plutôt mentale. Mais pour vrai, il y a quelque chose qui émane de ça. Donc, oui, c'est difficile dans le moment ultra présent, dans certaines circonstances, quand c'est mouillé, etc. Mais il y a quelque chose de fort qui émane de ça. Puis à la fin, même voir la dernière soirée, quand on revient à la station, il y a quelque chose de fort dans le groupe, il y a quelque chose qui s'est passé, les gens ont complètement déconnecté avec leur vie normale. Puis le backcountry, la randonnée en hors sentier, c'est ça que ça donne. Donc oui, un prêt à payer, les conditions, le poids sur le dos, mais pour le reste, je vous dirais que c'est fort. T'sais. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai raté des questions, mais je pense que... Non, j'ai comme mis de côté, en fait, celle que tu répondais au fur et à mesure. Voilà. Hey, il y a une légende qui dit, FX, qu'on peut aller faire de la rando en bottes de caoutchouc, Negro. Oui, mais c'est une légende que quand je tends à éliminer, je te dirais. Oui, il faut avoir des bottes de caoutchouc dans les Gros, mais il y a de fortes probabilités qu'elles soient dans ton sac à dos et qu'elles servent juste pour ton camp de base. Donc, le marché, tu sais, on a fait des treks en Ouganda où pendant 9 jours, on est en bottes de pluie, mais on n'a pas
des sacs de 15 kilos. Avec des sacs de 15 kilos, il faut quand même avoir des maudites bonnes bottes d'eau ou il faut avoir des très bonnes chevilles, donc on le déconseille finalement. Mais j'ai des suggestions à vous faire éventuellement pour de très bonnes bottes de pluie très légères qui me paraîtront à peine comme poids supplémentaire sur votre dos. Eh bien, merci beaucoup. Fait que je fais juste répéter encore une fois, là, surtout pour des voyages des fois plus difficiles, plus exigeants, les Grous, le Mouchouanipi, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot, puis on fixe un rendez-vous là, pour pouvoir se parler de un à un, puis bien valider votre perception de ce voyage-là, l'effort, la préparation. S'il y en a qui veulent avoir accès à la liste d'équipements aussi, c'est le genre de choses qu'on peut vous envoyer en pièce jointe là, par courriel si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Sur ces belles paroles, FX, avais-tu un commentaire à faire supplémentaire sur ton saumon? Non? Ouais, mon saumon est excellent. Il vient de la Côte-Nord. Mais non, non, mais vous dire qu'on mange bien aussi dans nos voyages, et ça, c'est un souci. Qui dit moral dit bien manger. Donc, c'est ce que j'en retiens de mon souper de ce soir. Ce sera le mot de la fin. Hey, merci beaucoup d'avoir été là à tous. Puis au plaisir de vous recroiser. Voilà, bottes aux pieds pour marcher. Merci. Bonne soirée. Merci.